Ok, je démarre l'enregistrement. Ok. Donc, on parle de quoi? Des rapprochements de... Socialisme? Pardon? Socialisme? Oui, du socialisme ou de la troisième voie plus plus, c'est ça? La quatrième voie, même. Quatrième voie, pardon. Ah oui, 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 voilà. Non, la troisième voie plus plus, c'est pas, c'est encore pas ce qu'il faut. Alors, Ouais, ouais, ouais. Donc la quatrième voie, c'est la suppression du prolétariat le plus bas, le plus pauvre, si on veut, et des 1% les plus riches, et faire un pont entre le prolétariat et la petite et moyenne bourgeoisie, c'est ça? voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et donc, Donc, tu me dis on commence quand, alors? maintenant, si tu veux. Tu veux faire une présentation, un chapeau ou Euh, ça me stresse, ça fait pas naturel. Enfin, je sais pas si tu veux le faire, mais D'accord. Ah non. ouais. Ouais, ça sera à bâton rompu, je mettrai la date et tout Ouais. ça. Donc, Luc, en tout cas, c'est un plaisir d'échanger de nouveau avec toi. J'ai regardé la dernière fois qu'on a parlé, ou en tout cas que j'ai mis la vidéo en ligne, je crois que c'était le 22 juillet 2020, donc ça fait un peu plus d'un an. Ça fait plus d'un an, Ouais, effectivement. Le temps passe à une vitesse incroyable. ouais. Bon, on a continué à échanger après par vidéo interposée, par mail, tout ça, mais Oui, oui, mais on ouais. n'a rien refait de concret ensemble depuis, et c'est vrai que bon, bah, c'est dommage. Mais disons que moi, quand j'ai vu la vidéo que tu avais faite sur socialisme et communisme, quelle différence et tout ça, Hmm. ça m'a un peu. Je me suis dit, ah, tiens, je me suis dit, tiens, il évolue dans sa réflexion, et je me dis, tiens, moi, par rapport aussi, chacun, on évolue tous dans nos réflexions, cette question de quatrième voie dont j'ai parlé dans l'émission Tournant historique du 1er septembre, je dirais, elle existait, si tu veux, mais plus j'avance, plus ça se concrétise, plus ça se formalise, plus ça s'enrichit, quoi. Donc, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce qu'il est en train de dire dans sa vidéo et ce que je raconte, bah, j'ai l'impression que ça va finir à un moment donné par se rejoindre. C'est une certaine validation à nos petits niveaux. On n'est pas des, des intellectuels ou des philosophes de premier plan, évidemment. Nous sommes de simples citoyens. Enfin, citoyens, en devenir, du coup. Euh, mais euh, mais c'est quand même une certaine validation, vu que par ton chemin et par le mien, ainsi que certainement d'autres personnes, il y a une sorte, comme tu viens de le dire, de convergence. Donc, voilà, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant Mm, mm, mm. de ce point de vue-là, quoi. Et alors, plus Et précisément... Oui, vas-y. oui, Mais non, non, bah, plus précisément, qu'est-ce que tu as noté comme point vraiment de convergence ou de rapprochement? bah, je dirais, c'est ce que tu parles, ce que tu appelles le socialisme. Et je dirais, bon, le socialisme, c'est très difficile aujourd'hui d'en donner une définition, hein, parce que autant c'est simple, mais alors ça recouvre tellement de réalités différentes, partant de Hollande jusqu'à Lénine, hein, en passant par Jaurès et tous ceux que tu voudras bien, ou Mitterrand ou autres. Donc c'est très difficile, ou Hugo Chavez, très difficile d'en donner une définition. C'est un Bon, peu après, galvaudé. ah voilà, c'est-à-dire tout le monde, voilà, c'est un peu galvaudé. Et je dirais, euh, le modèle que tu décris, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est dans le socialisme quand même, et le communisme s'en est l'aboutissement quelque part, c'est quand même la domination d'une classe, c'est-à-dire la domination de la classe ouvrière, du salariat, du prolétariat, on l'appelle comme on veut. Mm. Enfin, moi, je préfère l'appeler salariat aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus simple, sur la société. Système formalisé par la dictature du prolétariat, même dans le marxisme, au moins dans une phase. Et dans ce que tu as dit, dans cette dernière vidéo, que tu avais sans doute déjà un peu, dont tu avais parlé un peu en 2019 dans la vidéo que tu m'avais renvoyée, c'est le fait que l'initiative individuelle doit demeurer possible. Or, dans la société socialiste, je dirais, finalisée, la domination du prolétariat, du salariat, a un petit peu une tendance à tout niveler, justement, et à nier
justement cette ambition, cette volonté qu'on peut appeler libérale, comme on veut, enfin, cette capacité d'initiative, en tout cas, ce moteur de l'humanité aussi, profondément. Ce que tu appelles aussi motivation, je crois, non? Voilà, moi, ce que j'appelle motivationnisme, enfin, je reprends le terme de Jean-Luc Quatsa, qui est une dimension qui est consubstantielle à l'homme, quoi. Et nier ça, c'est juste pas possible, quoi. Et ça n'aboutira qu'à des catastrophes. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles il y a eu pas mal de catastrophes au nom du socialisme, hier et aujourd'hui. Ce motivationnisme, c'est ce qui a permis notamment qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui, depuis l'homme des cavernes, tu vois. Une amélioration toujours continue du confort de vie, etc., quoi. Absolument. Alors, qui a une particularité, c'est aussi une particularité de l'homme, parce que ce qu'on a qui nous pousse, c'est ce que j'appelle le vouloir vivre, le qui, la négantropie. C'est-à-dire, mais ça n'est pas spécifique à l'homme, c'est spécifique au mouvement global de l'univers. Ce vouloir vivre. Et ce motivationnisme est spécifique dans le sens où il apporte le travail, il apporte la raison, il apporte l'amour aussi. Donc, toutes ces dimensions-là qui sont des choses qui sont quasiment propres à l'homme. En tout cas, regrouper et intensifier à ce niveau-là, c'est ce qui fait, à mon sens, le propre de l'homme. Donc, quelque part, c'est nier le propre de l'homme que de nier ce motivationnisme. Et donc, ça m'a fait d'autant plaisir que tu évoques ça, parce que justement, comment faire un modèle de société qui concilie ce qu'on pourrait dire une justice sociale et qui arrête de nous envoyer dans le mur comme le fait la société actuelle, et concilie aussi ce besoin de motivation. Oui, c'est un équilibre à trouver. Avant de continuer là-dessus, moi je fais un distinguo, et c'était le sujet de la vidéo socialisme, communisme, quelle différence. Pour moi, le socialisme, c'est comment ça s'appelle déjà? L'économie mixte, tu sais. Donc il y a de la régulation étatique en général, mais il y a quand même le capitalisme, le marché, etc. Donc l'initiative privée, tu vois. Alors que le communisme, c'est un peu ce que tu disais, c'est vraiment l'aboutissement. C'est-à-dire que le socialisme, c'est une étape vers, depuis, si on veut, le capitalisme échevelé, socialisme entre les deux, et puis communisme, tu vois, oui, dans ce degré. Oui. Et donc, moi, je ne suis pas communiste parce que, justement, je pense que il peut, même dans le communisme, y avoir une initiative privée, mais elle doit être approuvée par le collectif, me semble-t-il, ou en tout cas, je ne sais pas comment ça s'organise, pour pouvoir initier véritablement un projet. Tu vois, il peut y avoir une idée de quelqu'un qui dit eh ben moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut qu'il y ait un collectif qui soit d'accord et qui se mette en mouvement pour réaliser cette idée. Tandis que dans le socialisme, et encore plus peut-être dans le capitalisme, un initiateur, en réalité, il a besoin des connaissances et de savoir-faire de collaborateurs. Mais dans un premier temps, il peut générer comme ça un premier pas dans un projet entrepreneurial. Entrepreneurial dans le sens de faire. Je voudrais essayer de décorréler l'entreprise, tu vois, la boîte, etc. et l'entreprise dans le sens de vouloir faire quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus, tu vois. Absolument. Et donc, le socialisme, c'est la voie intermédiaire, parce que le capitalisme, c'est un mini... Il y en a qui disent que le capitalisme, c'est pas du tout de régulation. Je pense pas que ça soit vrai, parce que sinon, ça se casse vite la gueule avec des excès, tu vois. Donc, il y a quand même un minimum de régulation. Mais le socialisme, c'est plus de régulation, selon des règles éthiques d'équilibre, tu vois, que tout le monde est à peu près des conditions de vie acceptables. Mais ça garde quand même l'initiative individuelle, alors que le communisme, plus difficilement, voire pas, peut-être. Sauf que le socialisme, je répète un peu ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais, sauf que le socialisme, me semble-t-il, en tout cas, enfin, c'est vrai ce que tu disais en début de vidéo, c'est quoi le socialisme? Il y a tellement de versions différentes, etc. Donc, bon, en tout cas, celle que je retiens, disons, ou que je critique, c'est le socialisme qui pense réguler, parce qu'il y a une question de régulation dans le socialisme, ok,
forte. C'est l'une des raisons du socialisme. Mais qui régule? Est-ce que c'est un État qui régule? Ça, je pense que c'est une erreur. Ça doit être la collectivité qui régule, et je pense que la Chambre des forces productives que tu proposes est une voie vers ce chemin-là. On va en discuter. Et c'est quoi le deuxième point du socialisme? Ah zut, alors j'oublie mon propre propos. Donc il y a régulation pas par un État ou des gens plus éclairés, mais ça doit être par la communauté elle-même. Et, ah oui, et il ne s'agit pas de réguler le capitalisme, qui est une forme pervertie de l'entreprise, c'est-à-dire moi je veux gagner plein d'argent, etc. Mais je fais un distinguo, une différence avec la libre entreprise. J'ai un projet, je suis bon dans tel domaine, j'ai imaginé tel service, tel objet, tu vois, je veux le développer parce que je pense qu'il va apporter quelque chose à la société, et bien sûr, moi je vais en profiter aussi, tu vois. J'ai trop parlé. Dis-moi un peu les... Je vais rebondir sur ce dernier point parce qu'en fait, il fait une transition avec ce que je voulais dire. C'est-à-dire que cette motivation dont on parlait tout à l'heure, il faut bien être conscient que ceux qui sont motivés et les plus motivés, eux, ce qu'ils veulent, c'est en profiter tout de suite. C'est pas en profiter de façon indirecte. Hein. Quand le type il va créer sa boîte, parce que c'est quand même le cas standard, même si c'est plus large que ça, la capacité d'entreprise, comme tu le dis, ça peut être associatif, etc. Mais là où va s'exprimer l'ambition des ambitieux, principalement, ça va être de dire, moi, je vais pouvoir gagner de l'argent et vivre mieux, en profiter, moi, ici et maintenant. Ça va être quand même une motivation qu'il ne faut pas nier, justement, qui est première. Et donc ça, je pense que c'est important que ça existe. Sinon, comme je le dis souvent, les forces vont se révolter de toute façon et vont faire que ton système ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, c'est ça, en gros, l'idée de la quatrième voie. C'est en fait, c'est l'idée du yin et du yang. Hein. C'est vraiment ça, quoi. L'idée, c'est-à-dire, c'est plus une seule classe dominante, mais c'est deux classes qui sont en permanence en train de s'affronter, à la fois en coopération et en affrontement. Parce que les intérêts des patrons et des salariés ne sont pas les mêmes, mais ils ont aussi des choses communes parce que ils travaillent ensemble. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc, c'est vraiment ça, si tu veux. Donc, c'est quelque chose qui nécessite justement de se débarrasser de cette partie, de cette accumulation sans fin du capital. Mais du coup, c'est vraiment cette frange très marginale, on pourrait dire quand même, de capitalistes qui, au fond, peut accumuler un capital démentiel. Et c'est ce qui fait la finance, etc. Et la majeure partie des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ces 1%, cette très haute bourgeoisie, c'est un phénomène en soi, ou est-ce que c'est l'aboutissement exagéré de la motivation dont tu parles tout à l'heure, c'est-à-dire moi je veux gagner de l'argent maintenant tout de suite, et parmi ces gens-là, certains vont pouvoir profiter par la chance, par leur génie, etc., et pousser la logique jusqu'au bout. Est-ce que ça part de la même motivation, ou est-ce que ce sont deux choses différentes? À l'origine, c'est la même motivation, sauf que je dirais que dans ces 1%, il y a deux origines. Il y a ceux, effectivement, ce qu'on appelle les self-made man. On a parlé de Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates. Ils ne sont pas négligeables parce que c'est souvent ceux qui sont les plus fortunés, parce que ici et maintenant, c'est eux qui sont le plus adaptés, c'est ceux-là qui ont gagné. On oublie tous ceux qui ont perdu, en définitive, il y en a beaucoup. Mais il faut bien savoir que la meilleure façon de devenir riche, c'est quand même de naître riche. 80% des gens qui ont accumulé du capital sont en définitive des gens dont c'est les parents, les ancêtres qui ont accumulé du capital. Donc, il y a les deux, mais à l'origine, il y avait les gens qui avaient accumulé avaient cette volonté, et cette volonté qui n'était pas forcément honnête. Hein. Tu sais bien ce qui s'est passé au XVIIe, XVIIIe siècle avec l'appropriation des terres communes, et c'est comme ça que s'est fondé le capitalisme. Se sont enrichis les premiers gros capitalistes, on va dire. Hein. Donc, ok. Et donc mais c'est vraiment en se débarrassant de ça, donc par une limitation légale. Hein. Comme on a une limitation légale de l'usage de la force, eh bien il faut qu'il y ait une limitation légale de l'accumulation du capital. C'est exactement de même nature.
Et puis, par les besoins du corps et de l'âme, on élimine également les gens qui seraient potentiellement les plus dans la misère, quoi. D'accord. Ok, alors attends. On va parler de la chambre des forces productives, puisque c'est justement probablement la voie que tu proposes pour régler ces problèmes. Mais d'abord, tu viens de dire donc qu'il faut limiter légalement le montant d'accumulation par individu de richesse, de capital de toutes sortes. Question, qui est-ce qui fixe ce plafond dans ton esprit? Dans mon esprit, il est fixé, alors actuellement, il est fixé pour nous dans la Constitution. Donc c'est dans la Constitution que l'on a mis que, en fait, la limitation qu'on a mise aujourd'hui, alors la liste n'est pas forcément limitative, hein, mais c'est une entreprise ne peut pas dépasser de 100 à 150 salariés. Non, mais l'accumulation de richesse par individu, par contre, quel est le plafond? C'est pas par individu, c'est pas limité par individu. Ce qu'il y a, c'est il y a la notion de propriété si tu lis le préambule qu'on a fait, il y a la notion de propriété privée, de propriété collective. La propriété collective ne peut exister que si la personne travaille elle-même dans l'entreprise. D'accord. Parce que sinon c'est l'actionnariat et tu as une déconnexion en définitive de la personne avec la production. Et la plupart des gens des petites et moyennes bourgeoisies travaillent eux-mêmes dans leur entreprise. Donc, tu vois, il n'y a que les très gros capitalistes ou les petits rentiers, en fait, qui ont investi quelques sous dans l'actionnariat. Mais en définitive, les 3/4 des entrepreneurs travaillent eux-mêmes dans leur entreprise. Toutes les entreprises de maçonnerie, de transport, de tout ce que tu voudras bien, quasiment toutes les PME, PMI, les patrons travaillent eux-mêmes dans l'entreprise. Donc ça ne pose pas, c'est juste un cas général quelque part, mais qui devient du coup la règle. Et donc du coup, ça limite de fait l'accumulation du capital. Même si en elle-même, la société n'est pas limitée en croissance de revenus. Alors, voilà, justement. Peut-être on pourrait imaginer un plafond, hein, je veux dire. Le modèle, comme je dis souvent, hein, nous, c'est un point de départ. Après, il faudra l'améliorer. D'accord, donc dans la Constitution, il est noté que les entreprises ne peuvent pas dépasser un maximum de 100 agents, salariés, 100 à 150, ouais, voilà, c'est souple comme ça. Donc, c'est la totalité de l'entreprise ou c'est seulement les travailleurs sans le patronat? Les deux? C'est les salariés, oui. Bon, de toute façon, les patrons, ils seront 3 ou 4. Donc, ça sera pas ça qui va changer grand-chose. Hein. C'est peut-être la famille, enfin, tu vois. Ok, d'accord. Mais ensuite, les individus peuvent avoir plusieurs entreprises. Par exemple, ce patronat, il peut avoir une entreprise de 105. Est-ce qu'il doit travailler dans l'entreprise? Oui, mais tu peux faire un mi-temps ici, un mi-temps là. Alors, il pourrait, voilà. Alors, c'est aussi pour ça que il faut que dans le bilan, il faut qu'il y ait aussi la liste des gens qui sont employés dans l'entreprise. Il faut ajouter ça pour justement pas que des gens se disent moi je travaille dans les entreprises puis ils travaillent 1 heure par jour. Enfin, tu vois, il y a quelques astuces comme ça effectivement à prévoir. Hein. Ils sont malins. Oui, non, mais il faut y penser par avance. Ou des systèmes pyramidaux. Enfin, il y aura forcément des détails comme ça à prévoir. Mais bon, là, je pense qu'on discute des principes. Mais effectivement, il faut absolument prévoir ces détails parce que le diable est dans les détails. Et donc, toi, tu n'es pas... Il faut dire qu'au-delà de 10, au-delà de travailler dans 10 entreprises, c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Et donc, toi, tu n'es pas favorable à la limitation de l'accumulation du capital par les individus, par un individu, je veux dire. De la richesse d'un individu, je dirais que pour l'instant, je pense que ce qui est dit là est suffisant. Après, on peut s'apercevoir que ce n'est pas suffisant, hein, peut-être. Hein. D'accord. Ok. Donc, c'est une question ouverte. Mais voilà, moi, j'ai une règle un petit peu, c'est le moins de règles possible. Les bonnes règles, pour pas trop de règles. Voilà, essayons de mettre des bonnes règles qui fonctionnent. Après, on verra à l'usage si ça marche, s'il faut améliorer, etc. Oui, c'est par itération. C'est qualité plutôt que quantité, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et puis, alors, je rentre un peu dans la technique, parce que là, comme tu disais, on était sur des principes. Pareil, pour éliminer les pauvres, si on veut, tu disais que ça s'élimine par
le principe de réponse aux besoins du corps et de l'âme. Donc ça, c'est un principe qui est énoncé, mais ensuite, tu n'as pas encore proposé de comment faire ceci. Alors, après, c'est aux politiques de dire comment ils vont faire. D'accord. Moi, personnellement, j'ai plus une... Je sais qu'on aura peut-être un débat là-dessus, mais que pas forcément à tenir maintenant, mais je dirais, ce qui est garanti, c'est le fait qu'on laisse personne mourir de faim, on laisse personne sans logement, etc. Ça veut dire que l'État, enfin la nation, doit pourvoir à tous les gens qui sont membres de la nation. Après, on ne dit pas comment. C'est une exigence, c'est un cahier des charges. Après, un politique, il pourra dire, bon, on va mettre à disposition des logements sociaux, des HLM, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, on va faire un revenu de base, un revenu universel, etc. Mais tu vois bien que dès que tu dis, tu mets un revenu universel, etc., ça veut dire que tu as déjà acté que tu étais dans une économie de marché et qu'il fallait que tu donnes de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça, déjà, tu as déjà introduit ce biais-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que je préfère rester au niveau des exigences. Après, la vie fera que les gens opteront plutôt pour ci ou pour ça. C'est ça la politique, en définitive. D'accord. Oui, je connais ton a priori négatif sur le revenu de base. Je pensais aussi notamment à l'État doit être employeur en dernier ressort. Tu sais, pour éviter justement la misère, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là ? Une des idées parmi d'autres. Non. Non ? Justement. Non, parce que justement, si on garantit les besoins essentiels, personne ne mourra de faim, même s'il ne travaille pas, puisqu'on va lui donner à manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, moi, la façon dont je le vois, personnellement, mais ça, c'est vraiment qu'un avis personnel, qui n'engage pas un pesticide ou... Moi, je pense qu'il faut plutôt satisfaire les besoins de façon en nature. Ouais. C'est-à-dire, le logement, tu donnes un logement à la personne. Les gens ont faim plutôt qu'il y ait les restos du cœur, les secours. C'est l'État qui donne à manger. Peut-être, voilà, comme il y avait les sous populaires, peut-être essayer de faire des choses bien, hein. Évidemment, puisqu'on aura les moyens de le faire. Mais voilà, moi, je suis plus dans une approche de fournir ces besoins pour les besoins du corps, parce que, après, les besoins de l'âme, ils sont garantis par d'autres mécanismes, hein. Voilà, à partir de là, le travail, c'est la possibilité du travail, parce que garantir le travail présente aussi des effets délétères très importants sur la société, tant pour les autres gens qui travaillent, que pour les gens qui ne travaillent pas. D'accord. Le travail, nous, on l'a mis comme besoin de l'âme numéro 1, si tu veux, quand même. Numéro 1, avant la liberté. Hein. Ah ben alors justement, il faut pouvoir, en dernier ressort, le donner, puisque c'est un besoin... C'est un besoin important, mais sa possibilité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'il soit garanti. D'accord. Et bien, il faut tout faire pour que les gens travaillent. D'accord. Parce que s'il est garanti, tu as des effets délétères qu'on avait par exemple dans l'URSS. Hein, c'est-à-dire que les mecs, il y avait le travail garanti. Et les directeurs d'usines en URSS, ils couraient tout le temps à la recherche d'employés, parce que comme les mecs, ils avaient le boulot garanti, ils branlaient rien, hein, on va parler clair, hein, et donc ils essayaient sans arrêt de recruter des gens pour une productivité qui était catastrophique. Ouais. Et au niveau global de la société, ça produisait des effets, c'est-à-dire on n'arrivait pas à satisfaire les besoins des gens puisqu'il y avait des queues dans les magasins et tout ça. Donc, c'est pas... le travail garanti, voilà, dans les choses, il faut aussi regarder les expériences du passé, quoi. Oui. Bon, j'imagine qu'on peut essayer tout en faisant, essayer d'apporter des réponses là aux défauts que ça apporte, mais ok, j'ai compris ton point de vue. On peut peut-être en venir à la chambre des forces productives. Productives, ouais. L'idée, c'est que, comme tu le dis toi-même, c'est pas à l'État de gérer les entreprises qui seraient, que j'appellerais les entreprises citoyennes, pour pas parler de collectivisation mais du coup, ça serait plutôt, justement, une chambre paritaire, tripartite en l'occurrence, mais entre le salariat et le patronat, comme pour les organismes sociaux, comme c'était le cas en France avant, la sécurité sociale, avant que l'État ne mette son grappin dessus, c'était géré par les organismes sociaux, paritairement par les patrons et par les syndicats de salariés, syndicats de patrons et syndicats de salariés, de faire que les entreprises
citoyenne qui dépasse la taille de 100 à 150 personnes, justement. C'est au-delà de ces 100 à 150, parce que sinon, on a des entreprises qui sont toutes petites, si tu veux. Il y a quand même de la grande industrie qui est nécessaire, hein, on comprend bien. Et donc, toutes les grandes entreprises, en définitive, passent dans ce modèle-là. Et donc, sont gérées au travers de cette chambre des forces productives, qui, du coup, bien évidemment, dans le modèle proposé, est un embryon, mais qui devra évidemment se démultiplier avec des principes, justement, peut-être de complémentarité, de sous-traitance, justement, pour faire travailler peut-être des petites entreprises, etc., etc. Donc, on aura à la fois, et ça permettra aussi, comme ça sera citoyen, et donc avec un avis citoyen, et quand même un regard du reste de la société, eh bien, de pouvoir, justement, tenir compte de tous les aspects d'une entreprise, et pas simplement de l'aspect productivité et rendement financier. D'accord. Par contre, j'ai pas compris une petite nuance. Au début, tu disais que les entreprises étaient limitées à 100-150 salariés, mais tu dis que dans la chambre des forces productives, il peut y avoir des plus grosses entités? J'ai pas compris. Pour celles qui relèvent de la propriété privée, si tu veux, oui. de quelques patrons, de la petite et moyenne bourgeoisie, c'est limité à 150. D'accord. Évidemment, tu prends, je sais pas, une boîte qui serait Microsoft qui fait des voitures, par exemple, bah, ils ont beaucoup plus que ça. Ou si elle croît, cette société, à un moment donné, elle va dépasser ces 100-150 personnes. À partir de ce moment-là, elle bascule dans un mode citoyen, si tu veux. Qu'est-ce que c'est ce mode citoyen? Eh bien, c'est un genre de collectivisation, si tu veux. Collectivisation, quelque part. Qui s'exprime en son sein ou qui s'exprime au travers de la chambre des forces productives? Au travers de la chambre des forces productives, qui surveille justement quelles sont les entreprises ou quels sont les secteurs qu'il faudrait développer, etc. Elle peut aussi prendre des initiatives, de dire, bon voilà, il y a tel secteur industriel qu'il faudrait développer parce qu'on a eu telle innovation scientifique, telle innovation technique, eh bien, on met là-dedans. Et là, du coup, toute la grosse industrie, enfin, toutes les grosses entités sont dépendantes de cette chambre. D'accord, ok. C'est ce qui change justement par rapport à un gouvernement étatique où c'est des administrateurs, c'est-à-dire des fonctionnaires. Là, les gens qui siègent dans la chambre des forces productives, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des salariés, ce sont des agriculteurs, etc., etc. Il y a une connexion avec le réel, contrairement aux fonctionnaires. Et il y a une connexion avec le réel. Ok. Ouais, bien ça. D'accord. Et tu disais donc que dans la chambre des forces productives, il y a 3 catégories, patronat, salariat. Et après, il y a un troisième tiers qui est plus divers, avec une grosse part pour les agriculteurs. Ouais. Et puis après, tu as des indépendants, les commerçants, artisans, etc. D'accord. Différents corps de métier, comme ça. Okay. Tu as même une petite partie pour l'armée, y compris. D'accord. Alors justement, l'armée, une petite partie pour l'armée, ça veut dire quoi? L'armée est en partie dépendante des chambres des forces productives et de l'État, non? Non. Pas en termes de commandement, mais en termes de production. Il y a des productions qui sont des productions à finalité militaire. Et pour que la production puisse exister, elle a besoin aussi d'être sécurisée. Oui. Donc l'armée a une part relativement faible, mais elle apparaît dans la chambre des forces politiques. Alors, est-ce que c'est comme aujourd'hui, par exemple, quand tu déposes un brevet sur quelque chose que tu as inventé, il y a d'abord un droit de regard de l'armée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des forces militaires, pour dire si effectivement ça peut être public, ou alors si ça devient secret défense parce que c'est quelque chose de profitable. Oui, ça pourrait, par exemple, effectivement, ça pourrait être un des cas où l'armée, ça serait intéressant, justement, que s'ils étudient un certain nombre de choses, on va développer telle technologie, par exemple, les gens de l'armée pourraient dire, attention, puisqu'il y aura une représentation des soldats, des sous-officiers, officiers et officiers supérieurs, pourrait dire, attention, si on développe ça, nous, on émet une réserve, etc. Est-ce qu'il faut garder le secret, peut-être? Enfin, voilà, ça serait aussi l'occasion pour eux d'émettre ce genre de mise en garde. Ou au contraire, avoir... de prérequis, justement. Par exemple, pareil pour les salariés, ils vont dire, bah oui, moi je veux bien qu'on développe ce genre de truc, mais par exemple la livraison à domicile,
Mais du coup, il faut que les gens qui font de la livraison à domicile, il faut qu'ils soient, je sais pas, qu'ils aient tant de jours de congé, qu'ils aient un équipement qui leur permette de pas avoir d'accident, enfin, Des droits. Des choses comme ça, tu vois. Ok. Mais c'est vraiment les gens du terrain, du coup, qui expriment. Donc ça peut être des militaires et pour revenir des sur agriculteurs. Ouais. Et pour revenir un instant sur la défense, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire l'armée demande, puisqu'elle est en dialogue direct avec les forces productives, de dire nous on a besoin de telle technologie ou je sais pas quoi. C'est ça. Et du coup, si tu veux, l'intérêt aussi de la Chambre des forces productives, c'est que comme tu as une petite et moyenne bourgeoisie qui est là, eh bien évidemment, elle va avoir ici, au travers de la Chambre des forces productives, des opportunités également de pouvoir développer de dire là on va investir dans tel truc, du coup ils vont dire moi je connais quelqu'un qui fait ça, ou mon fils je vais l'orienter vers ce truc là, ou ma fille, etc. Tu vois, pour justement dire faire un dynamisme. Et je pense justement qu'il va se mettre en place quelque part, je pense, un dynamisme économique supérieur au capitalisme, qui a tendance justement à centraliser, à accumuler le capital, plutôt par justement plein de petites boîtes, de petites entreprises assez familiales, même assez souvent d'ailleurs, et qui vont énormément créer un tissu qu'on appelle souvent le tissu de PME, mais je crois que ça existe aussi au Japon d'ailleurs. Le tissu de PME est aussi assez important, je crois. Allemagne, Japon, un peu comme en Allemagne. Et justement, avec beaucoup d'interactions de gré à gré, on pourrait même imaginer des hubs, justement, d'échanges de... Enfin, après, voilà, quoi. On peut imaginer énormément de choses, et moi, je pense qu'au final, ça sera un modèle, au point de vue économique, plus efficace et plus respectueux aussi, les deux, dans tous les domaines, que le système capitaliste, en plus. Oui, parce c'est très important pour un système économique. Généralement, il faut qu'il soit supérieur à son prédécesseur. Bien sûr. Oui, parce que le système capitaliste, c'est un peu le Far West, quoi. Hein. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas, on se bouffe les uns les autres, etc. Tandis que là, il y a quand même une forme de dialogue, de recherche de consensus et de régulation, tu vois. Tout ça combiné. C'est ça. Voilà. Et de planification même. Oui, voilà. On peut imaginer, évidemment, bien sûr, que justement, la Chambre des forces productives, l'idée, c'est qu'elle prenne en définitive de plus en plus d'importance dans la société. Alors, j'ai deux questions. Quelle est la place du reste de la société, des citoyens, parce que là, on sera en véritable démocratie. À quel moment ils ont leur mot à dire pour valider, invalider ou interagir? Et aussi, quelle est la place des politiques? Parce qu'il y a toujours un système d'élection et de représentation et de l'alternance, tu vois, politique. Est-ce qu'il y a une influence sur la Chambre des forces productives ou quoi? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours il y a des domaines où la Chambre des forces productives n'intervient pas. Non, mais je veux dire, au sein de la production en tant que telle, au sein de la Chambre des forces productives, quelle est l'influence du politique élu, représentation, et quel est l'espace de voix au chapitre du reste de la société? Alors, dans la Chambre des forces productives, les gens qui sont dans la Chambre gèrent les organismes sociaux, puis des entreprises qu'ils ont en responsabilité. Mais ils ne peuvent pas émettre de lois. Ils peuvent proposer des lois. Ah oui. Mais ils ne peuvent pas c'est pas eux qui vont les entériner. D'accord. Donc très souvent, ils vont avoir envie de programmer des lois, s'ils veulent des budgets, notamment des choses comme ça. Donc ils vont proposer des lois à l'Assemblée nationale, élue, elle, sur une base complètement différente, sur une base démocratique, pour le coup, comme on l'appelle démocratique habituellement, et avec le gouvernement, avec un fonctionnement qui est décrit par ailleurs. Et donc, s'il y a besoin de loi, il y aura souvent besoin de loi, évidemment. Ça passera par le circuit. Donc, ils ont la capacité de proposition et d'avis, par contre, sur les lois également, qui seront émises par, éventuellement, même dans d'autres secteurs. Sauf si c'est des secteurs qui n'ont rien à voir, évidemment. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, il y a une espèce de travail de prémâchage de la Chambre des forces productives qui propose de son expertise de terrain aux représentants élus et un dialogue qui va s'instaurer pour faire passer une loi ou voilà. D'accord, ok. Et tout ça sous le contrôle de la Chambre constitutionnelle. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour
le dialogue avec le politique, et quelle est la partie dans laquelle la population est représentée? Est-ce que la population est représentée par le fait que la population, c'est aussi le salariat, c'est aussi le patronat, etc. Donc déjà, elle est là. Ou est-ce que ça peut être plus large et des citoyens lambda peuvent dire il faudrait qu'on fasse telle industrie, ou tu sais, avec un RIC ou je sais pas quoi, tu sais? Alors, le RIC et le RI sont prévus, mais je dirais que autant dans la chambre de l'Assemblée nationale, qui ressemble à l'Assemblée nationale actuelle, le lobbying est fortement proscrit. Dans la chambre des forces productives, le lobbying est non seulement il est le bienvenu. C'est là qu'il s'exerce. Le lobbying de tout type. Donc, y compris des gens qui seraient écologistes, des gens qui seraient, etc. Au contraire, le lobbying, là, il est plus que, il est pas simplement, il est justement, c'est la voix d'expression justement des autres secteurs de la société. Ok. Donc, si on prend un cas imaginaire, si par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme oui, vas-y. Je crains qu'on se soit un petit peu écarté du coup de notre ce jeu initial, mais bon, on peut continuer comme ça. D'accord. On n'est plus trop sur le socialisme et sur le. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéressait dans la chambre des forces productives, c'est que justement, c'est une réalisation concrète du socialisme ou de la quatrième voie, comme tu. Voilà. Parce que pose ta question, mais après, j'aimerais qu'on revienne sur les sujets plus de principe, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit trop long. D'accord. Ok. Non, mais c'était juste une question d'exemple, mais ça rentre peut-être trop dans la... Je t'en prie. Imaginons par exemple que Greenpeace ou je sais pas quoi, un truc comme ça, tu sais, qui donc fait son travail de lobby, souhaite la réduction des gaz à effet de serre ou je ne sais quoi. Elle dialogue avec la Chambre des forces productrices ou comment ça se combine? Oui. Alors, après, le fonctionnement, il n'est pas encore décrit de façon détaillée. Hein. Oui. À un moment donné, de toute façon, c'est par la pratique on a aussi. écrit, dans la Constitution, on a écrit l'Assemblée nationale. Okay. C'est finalisé, mais on n'a pas encore fait les autres. On a l'architecture, on n'a pas... Mais à un moment donné, ce qui est marqué, bon, il y a des choses qui sont constitutionnelles parce qu'on sait que si c'est pas mis dans la Constitution, ça va dévier, si tu veux. Donc, on a mis dans la Constitution. Mais à partir d'un moment, on dit, on fait confiance à la vie et l'Assemblée, en dehors de ce qui a été mis dans la Constitution, l'Assemblée nationale s'organise comme elle veut. Oui. Je vois. Et pour la Chambre des forces productives, ça sera la même chose, si tu veux. Oui, on n'a pas prétention a priori. On va poser les principes de telle sorte de dire, voilà, vous avez votre cadre, vous avez un cadre dans lequel vous n'avez pas le droit de sortir, etc. Ça, c'est la Constitution. Puis après, que la vie se déroule, quoi. Moi, je suis pour que la vie se déroule, si tu veux. Ouais. Oui, c'est pas du dirigisme et on ne dit pas, a priori, comment tous les cas spécifiques vont devoir se gérer. Ok. Oui, alors, revenons sur le sujet de base. Oui, revenons sur le socialisme et quatrième voie. Oui. C'est quand même le thème de départ. Alors, moi, j'ai quelques réticences, justement, pour appeler ça socialisme. Mm-hmm. Parce que socialisme, déjà, on est d'accord sur le fait que c'est un mot valise, aujourd'hui. Et puis, on voit bien que, en termes de classe, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le socialisme, c'est le prolétariat, la classe ouvrière, tu l'appelles comme tu veux, le salariat, qui domine. Dans la quatrième voie, c'est quand même ça l'idée. C'est le prolétariat qui prend le pouvoir dans le socialisme. Mais même s'il y a de l'initiative individuelle, etc., le pouvoir est exercé par la classe qui détient le pouvoir, c'est le prolétariat. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Or que dans le modèle que je suggère, ce n'est et c'est bien toute l'idée de la Chambre des forces productives avec ces deux forces qui sont antagonistes complémentaires, c'est que tu n'as plus une classe dominante, tu as deux classes dominantes. Enfin, deux classes, du coup, qui sont plus dominantes, mais qui sont justement en opposition, complément permanente. Et c'est ça, en fait, l'idée de la stabilité de ce système, justement. C'est un peu l'idée du yin et du yang. Vraiment, ça répond vraiment à ça. C'est en fait, on n'est pas dans un modèle avec une classe dominante, mais on est dans un modèle à deux classes, je vais oser le mot, en symbiose.
Idéalement, oui, bien sûr. Voilà. J'ai osé le mot, comme je dis, il correspond pas exactement. Mais parce que voilà. Mais ça peut être un objectif. C'est exactement ça. Tu vois, et donc, c'est pas de. Si tu peux, enfin, pour moi, tu peux pas l'appeler socialisme. Et les gens de la petite bourgeoisie, notamment, si tu appelles ça socialisme, ils vont pas en vouloir. Oui, parce qu'il y a une. Il y a plus qu'une connotation, parce que c'est quand même pas pareil. Je pense que c'est quand même pas la même chose. Et donc, tu appelles ça quatrième voie? Oui, je n'ai pas de nom particulier pour l'instant. Pour l'instant, c'est quatrième voie. Quatrième voie parce que c'est justement un modèle à deux classes. Un modèle à deux classes. Et si tu as revu la vidéo sur le tournant historique, au fond, ça va dans le sens de l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des classes dominantes, qui est un modèle que je qualifierais de pauvre, puisque tu n'as qu'une classe qui écrase toutes les autres. Et ce modèle-là est plus sophistiqué, plus élaboré, plus structuré. Et donc, comme je pense l'avoir démontré, notamment au travers du Tao spirituel et tout ça, qu'en fait, la voie de l'histoire, mais même, c'est plus que la voie de l'histoire, c'est la voie de l'univers tout entier. Et c'est là où tu fais le lien aussi avec la spiritualité, c'est d'aller vers toujours plus de structuration, au moins localement et temporairement. Donc, on s'inscrit complètement dans ce schéma-là, si tu veux. Et donc, pour ça, socialisme, je pense que, justement, le socialisme a montré son infaisabilité. Oui, après, ça, effectivement, c'est comment on perçoit ce terme de socialisme, mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il a été galvaudé. Alors déjà, la bourgeoisie ne l'aimait pas dès le départ, parce qu'il y a un affrontement entre... Oui, ça c'est normal, on va dire. Oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges, quoi. Oui, ça c'est... Mais donc, en fait, toi, tu leur proposes un moyen terme. Vous perdez une partie de vos privilèges, de votre domination, que vous devez partager, mais vous ne la perdez pas en totalité, en fait, tu vois. Vous devez co-gérer. Ouais. Et puis même, c'est même mieux que ça, puisque tu peux imaginer dans la phase transitoire que les grands groupes existants, tu vas dire à la petite bourgeoisie, y compris les gens qui sont dans ces grands groupes, dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ces grands groupes, on va les dépecer. Forcément, puisqu'ils n'ont plus le droit d'être... Mais du coup, soit on les assimile dans la chambre des forces productives directement, sous la direction de la chambre productive, mais si vous, salariés, cadres, ingénieurs, dirigeants, ouvriers, vous voulez reprendre cette entreprise en propriété collective à concurrence de 100 à 150 salariés, vous pouvez. Donc en fait, non seulement... du coup, si tu veux, tu génères tu favorises le déploiement de la petite et moyenne bourgeoisie de cette façon-là. Déjà de cette façon-là. Et par le moyen qu'on a dit tout à l'heure, du fait qu'il va y avoir des opportunités, etc. Et donc, en fait, tu montres à la petite et moyenne bourgeoisie qu'elle a intérêt à se désolidariser avec la haute bourgeoisie, qui, elle, ne pense qu'à une chose, c'est à la spolier, à lui piquer son pognon par les banques, et à lui piquer son affaire en mettant des grandes surfaces ou des trucs comme ça, ou des grandes entreprises à côté. Je ne sais pas à quel point c'est conscientisé actuellement, mais on parle de déclassement, tu sais, de la classe moyenne, etc., et donc des autres en dessous. Mais en réalité, je pense qu'entre la petite bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie et le prolétariat, enfin, tout ça, au moins pas le bas prolétariat, disons, en réalité, il y a beaucoup de proximité de conditions, de plus en plus, avec tout ce qui se passe, ce qu'on appelle à tort le néolibéralisme, etc., et d'intérêt aussi, tu vois. Donc je pense que la jonction, elle peut se faire, elle est pas très loin. Mais il y a encore le problème, et je pense qu'il a tendance, en tout cas je l'espère, à s'évacuer de cette bourgeoisie-là, petite et moyenne, de penser qu'elle fait partie en fait du bloc bourgeois en tant que tel, tu sais, et donc avec les Bezos, etc., et qu'elle se rêve un peu, moi je suis dans ce camp-là, etc., alors que la réalité matérielle, elle n'est pas... C'est ça. Ouais. C'est tout l'enjeu. L'enjeu, en fait, les basculements historiques se passent justement quand ces classes intermédiaires basculent, se désolidarisent de la classe dominante. À partir du moment où cette classe intermédiaire se dit « mon intérêt à long terme,
mon intérêt n'est plus avec cette classe-là. C'est à ce moment-là que les basculements historiques se font, et ils se font relativement aisément, entre guillemets, parce qu'en fait, les classes dominantes sont toujours des têtes d'épingle, hein. Numériquement, ils sont toujours très faibles, en définitive. Oui. Et donc, ça tombe comme un fruit mûr, je dirais. Et on voit bien qu'on est dans cette situation. Oui, en tout cas, la difficulté... Vas-y. En termes de classe, ça, je le vois bien, la perspective. Enfin, on voit bien que c'est ce qui est en train de se dérouler. Ce qui est plus difficile, c'est d'un point de vue politique. Parce que si on prend en France, eh bien, qui représente la classe salariale, on va dire de façon la plus je sais pas, pertinente, disons ça comme ça, ça va être la France insoumise. Si on prend celle qui représente le mieux aujourd'hui la petite et moyenne bourgeoisie, ça va être des gens comme Marine Le Pen ou Zemmour. Tu vois ? Ce sont ces deux blocs-là. Et plus typiquement, c'est des gens même plutôt comme Dupont-Aignan et des gens comme ça, ou Asselineau. Voilà, et ce modèle-là, on comprend bien qu'il faut que si on veut qu'il se mette en place, il faut que les deux prennent conscience de cela et qu'ils ont un intérêt commun à aller vers ce modèle-là, ce qui n'est pas gagné. C'est pour ça qu'historiquement, le péronisme est très intéressant, hein, de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment quasiment ce qui s'est passé en Argentine dans les années 50. Mais généralement, ça se passe, ou De Gaulle, c'était le même modèle, hein, entre De Gaulle et le Parti communiste. Hein. C'est exactement le même. C'est pour ça que je parle de prémices. Il y a déjà eu des choses comme ça qui se sont passées dans le passé. C'est pas du tout un modèle complètement théorique. Hein. C'est un modèle qui a eu des occurrences, mais sauf que ceux qui l'ont mis en œuvre n'avaient pas conscience de tout ce que je suis en train de dire là, n'avaient pas conscience de la Chambre des forces productives, même si De Gaulle, dans un discours, il l'a évoqué en une phrase ou deux. Le fait de mettre en place un genre de chambre de forces productives. Il ne l'a pas appelé comme ça. Mais tu vois, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, si tu veux. C'est un peu comme les marxistes qui disaient tu ne peux pas faire la révolution communiste si tu n'es pas conscient que le prolétariat. Mais là, il faut qu'il y ait une conscience de ça et de se dire on ne sera jamais les mêmes, on sera toujours en opposition. Mais construisons notre opposition future. C'est ça en fait. Il ne s'agit pas de dire à Mélenchon et à Zemmour de dire embrassons-nous, nous sommes. Non, mais c'est de se dire l'avenir, c'est qu'on soit dans un affrontement permanent et pour toujours. Et ça, c'est pas gagné. Et jusqu'ici, ça s'est toujours passé par un homme fort, c'est-à-dire au travers d'un homme fort qui a installé ce genre de système et qui a permis Poutine, quelque part en Russie, c'est un peu ce modèle-là. Pas tout à fait, mais ça ressort. Enfin, tu as des points communs, tu vois. Tu as quelques points communs. Tu as un homme fort qui maintient ce statu quo. Et donc, pour éviter l'homme fort, moi je pense qu'il faut passer par la Constitution, justement. Ce qui peut éviter de passer par un homme fort, c'est justement une Constitution qui propose ça de façon consciente et qui dit voilà le modèle qu'il faut mettre en place. Et qui permet justement de faire vivre le truc sans que, quand l'homme fort il meurt, que ça ne se casse pas la gueule, etc. Oui. Moi, je pense que la réponse est dans l'intégration un maximum. Je ne sais pas à quel point c'est possible, quel est le maximum, quelle est la possibilité, de l'intelligence collective. C'est-à-dire vraiment faire entrer un maximum de gens dans la prise de décision, dans la régulation, dans la proposition, dans le débat, etc. Tu vois ? Donc la Chambre des forces productives, moi c'est comme ça que je le vois. Ce que je critique dans le socialisme, ou en tout cas dans une certaine vision du socialisme, c'est que c'est encore un État bien intentionné, éveillé, etc., qui se place au-dessus, qui sait mieux et qui va apporter le bonheur. Alors que la réalité, c'est qu'il y a forcément une certaine distance avec la réalité, enfin avec la réalité du monde d'un certain monde du travail. Pas parce que je suis pas en train de dire que ces gens-là ne travaillent pas et qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire que produire, parce qu'il y a des gens, des socialistes qui sont dans la production, etc. Mais je veux dire, chacun connaît sa situation au mieux, tu vois, et il ne peut pas prétendre connaître toutes les situations. Donc c'est pour ça que ta proposition de chambre des forces productives, elle m'intéresse parce que elle fait entrer dans
la gestion de la société, en l'occurrence économique, dans le domaine économique, les acteurs concernés et divers, tu vois, et pas Absolument. une entité quelle qu'elle soit, État ou homme fort ou je ne sais quoi, tu vois, qui va tout décider. Mais c'est vraiment l'intelligence collective avec ses limites, avec ses erreurs. Mais quand on fait des erreurs tous ensemble, on peut se pardonner les uns les autres. Ben, j'étais coparticipant de cette erreur, etc. Tu vois, et on apprend et on développe comme ceci. Donc c'est en ça qu'elle m'intéresse. Après sur le terme de... Oui. Si je peux me permettre une parenthèse, c'est une des forces du capitalisme, justement. C'est quelque part cette intelligence collective au travers du marché par les petites initiatives individuelles et tout ça. C'est en fait de le démocratiser en définitive. Sous cette forme-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que Et ça n'épuise pas, mais quelque part, plutôt que ça reste des choses complètement éparpillées, etc. Oui. Du coup, ça le formalise un petit peu et ça l'introduit comme une voie normale. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est intéressant. Je sais plus ce que je disais. Bah oui, c'est pour ça. C'est intéressant. Oui, on peut reconnaître dans le capitalisme une forme de comment ça s'appelle ça, de feu d'artifice. Tu vois, ça part dans tous les sens de la motivation et de l'esprit d'entreprise, etc. Mais comme ça part dans tous les sens, ça part aussi dans des sens négatifs. Tu vois, c'est pas cadré, c'est pas dirigé. Et donc, il y a des gens... c'est dirigé vers la recherche du profit le plus rapide et le plus important à court terme. Oui. Et donc, du coup, ça a des effets délétères terribles. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est dirigé ou si, parce que ce n'est pas dirigé, eh bien, ça permet comme ça l'émergence de chanceux ou d'intelligents, de malins qui vont réussir à accaparer plus que les autres et qui donc vont être en situation de monopole. Mais bon, de toute façon, le résultat est le même. Donc, on peut dire que s'il fallait retenir quelque chose de positif dans le capitalisme, c'est justement la possibilité de tout explorer, tu vois. Des choses positives comme des choses négatives. Pour moi, c'était pas forcément positif ce que je disais. Hein. C'était juste sa capacité d'adaptation. Oui, c'est juste ça que je disais. Pour moi, c'était pas forcément très positif, mais voilà, c'est une forme d'intelligence collective, mais inconsciente d'elle-même. C'est ça le problème. Donc du coup, qui fait tout et n'importe quoi. Mais l'intelligence collective, il faut. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Ben parce que pour moi, l'intelligence ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est un concept tellement vaste en réalité. Mais pour moi, l'intelligence, il y a une question aussi d'autocritique, d'autorégulation, tu sais. J'ai envie de manger, de m'empiffrer. C'est mon droit, je peux faire ce que je veux. Et au bout d'un moment, je suis obèse, ou alors j'ai tel problème, etc. J'ai fait une connerie. Si j'avais pas pu anticiper, tu sais. On peut anticiper aussi, mais si on n'anticipe pas, on est dans l'excès, et puis on se rend compte, non, ça marche pas. Tandis que le capitalisme, on s'en fout. Accumulation, tant et plus, etc. Comme tu disais justement dans ta vidéo, c'était quoi déjà le nihilisme, tu sais, après moi le déluge. C'est ça aussi le capitalisme. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas intelligent. Tu vois, il y a une qualité dans le capitalisme qui permet l'expression absolument touffue dans tous les sens, etc., qui va générer des bonnes choses, tu vois. Mais en réalité, le capitalisme a aussi en son sein le fait que ça part dans tous les sens, et dans tous les sens, c'est pas directionnel, et ça peut générer, et ça génère en réalité de gros travers. Mais je comprends, il me semble, ce que tu voulais dire dans la possibilité de générer toutes les initiatives, et que donc il faut une régulation, d'où la nécessité de la quatrième voie, selon ton vocable, et moi dans un socialisme repensé, c'est-à-dire oui à l'initiative individuelle, parce que c'est mobile, parce que c'est... on ne sait pas, tu sais, les idées des gens, au départ ça va être complètement con, mais pourquoi tu veux faire telle entreprise, etc. Et en fait, de fil en aiguille, ce truc-là va mener, par l'intervention de tout un tas d'autres personnes dans le temps, etc., quelque chose de beaucoup plus profitable qu'au départ, tu sais, que l'initiative de départ. Donc on peut pas dire être un État ou je sais pas quoi qui dit ça c'est autorisé, ça c'est interdit, etc., parce que on se coupe sans le savoir de chemins qui auraient pu être profitables. Alors que ce qu'il faut faire, c'est poser un certain cadre, mais qui pose ce cadre?
pour avoir pour avoir toute la légitimité et pour avoir toute la connaissance des différentes situations, c'est la totalité de la... Dans l'idéal, après je sais pas comment ça s'organise, mais de la société, tu vois. Tu me comprends mon propos? Bah, ce que je comprends, c'est que moi je pense qu'il faut poser une architecture. Et ce que je propose dans la Constitution. Moi je dis il y a deux parties dans une Constitution, qui ne peuvent pas être déléguées à tout le monde. C'est les choses les plus élevées qui viennent des philosophes, et notamment toute cette question du droit naturel, qui est très difficile et c'est pas à la portée de tout le monde. Et voilà, même moi le traduire, c'est difficile, etc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme Einstein. Tout le monde s'appelle pas Einstein, et puis voilà, quoi, c'est tout, quoi. Donc c'est cette partie-là. Attends, tu es en train de dire qu'il y a des choses qui sortent de l'intelligence collective, qui ne peuvent pas être générées par l'intelligence collective. Oui. D'accord. Oui. Tu pourras mettre 10 000 personnes dans une réunion. Ils te sortiront jamais la théorie de la relativité générale d'Einstein. Oui, il y a une part de génie. Il y a des parties de l'intelligence les plus élevées qui ne sont accessibles qu'aux cerveaux les plus exceptionnels. Oui, mais justement, si c'est le collectif, forcément, d'où vient Einstein et les gens comme ça? Ils viennent du collectif. Oui, aussi. Mais après, tu as une cristallisation. Et des gens comme Einstein, il n'y en a pas tous les jours, si tu veux, quoi. Ou comme Simone Veil, il n'y en a pas tous les jours, si tu veux. Donc, ce qu'ils ont fait, il faut le remarquer, il faut le prendre et se dire, voilà, voilà. Et tu dis, ça vient d'un cerveau. C'est pas venu de 50 cerveaux, c'est venu d'un à un moment donné. Donc ça, je pense que c'est une chose qui est comme ça. Après, qui est validé collectivement, etc. Puis Einstein n'est pas arrivé tout seul. Il était aussi dans un écosystème de scientifiques, etc. Non, bien sûr. Mais à un moment donné, voilà, quoi. Tu peux mettre... je vais prendre un autre exemple, plus trivial, mais tu as une machine-outil électronique. Tu pourras mettre 100 000 ouvriers balayeurs à essayer de la dépanner si elle tombe en panne. Ils n'y arriveront pas. Tu vois, on peut le déplorer, etc., mais c'est une réalité. Oui, mais c'est pas le nombre, Luc, qui est important. C'est la diversité, tu vois. C'est ça. Donc, ce que j'entends peut-être, dis-moi si je t'ai bien compris, pour toi, c'est important de garder le génie individuel, la singularité d'un individu en particulier. Ici, tu parles d'Einstein ou de Veil, etc., qu'on ne peut pas enlever et qu'on ne peut pas dissoudre dans la collectivité. Non, parce que des gens comme ça, il n'y en a qu'un. Enfin, des Einstein, il n'y en a qu'un, oui. Même s'il y a eu d'autres gens qui auraient pu trouver. Mais alors, des Simone Veil, je veux dire, vraiment, il n'y en a qu'un. Parce que, il n'y en a qu'une dans l'occurrence. Parce que des personnes qui ont exprimé les droits naturels comme elle l'a exprimé, moi, je ne connais qu'elle. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés à des conclusions à peu près similaires par d'autres voies, mais par la voie qu'elle a exposée donc en détail et en donnant les trucs, il n'y a qu'elle. Ouais, singularité. Donc, voilà, quoi. Ce que je dis, c'est que Simone Veil vient du collectif, quoi. Elle vient oui, mais un collectif qui s'appelle l'humanité, si vous voulez. Oui. Mais parce qu'il y en a d'autres qui parlent du droit naturel, mais je peux te dire, il y en a beaucoup qui défendent, etc. Mais il y en a quasi très peu qui l'ont formalisé. Voilà, le droit naturel, c'est ça. Tu vois. Je suis impatient de voir la vidéo que tu vas en tirer. Donc, en fait, bon, tu disais que dans la Constitution, il y a des grands principes qui s'appuient sur des génies, Simone Veil, etc. Voilà. Et donc, ils sont des principes... que tu peux pas, je pense, si tu veux avoir quelque chose qui soit cohérent, c'est l'architecture. Et l'architecture, et ça, par expérience, notamment des méthodes agiles dans l'informatique, les bonnes ou même des organismes de normalisation, qui sont des formes d'intelligence collective. Les trucs qui sortent des trucs de normalisation, des choses comme ça, c'est des moutons à 5 pattes, si tu veux. C'est des trucs qui marchent pas parce qu'on essaye toujours de satisfaire à telle personne, tel machin, etc. Et tu sors un truc qui ressemble à rien et qui a aucune colonne vertébrale, qui a aucune cohérence. Donc, pour au moins le départ, surtout après c'est fini.
pour poser, ou alors sauf si après tu fais une révision majeure, tu vois, mais pour au moins poser l'ossature de départ, il faut qu'il y ait une architecture. Et à partir de là, la vie se déroule. Parce que l'architecte, c'est qu'un architecte, il ne peut pas avoir pensé à tout. Il ne faut pas même qu'il ait pensé à tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut surtout pas qu'il ait pensé à tout. Il faut qu'il ait pensé un système qui puisse évoluer, qui puisse s'adapter justement par la vie, par l'intelligence collective. Mais il faut qu'il y ait une associateur de la part, sinon tu as un truc qui ressemble à rien et que tu n'arrives pas à faire évoluer. Enfin, en informatique, c'est tellement évident. Enfin, ça arrive tout le temps. D'accord. Le phénomène. Parce que justement, on a laissé les développeurs faire chacun un petit peu ce qu'ils voulaient. On a fait plaisir, machin, à Pierre-Paul Jacques. Puis voilà. Ah bah tiens, moi j'ai utilisé telle librairie, j'aime bien. Tu vois, et voilà, et t'as un truc imbitable. Et après, on appelle un architecte. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, ils ont fait un gros tas de merde. C'est-à-dire, on n'y arrive plus à s'en sortir là. Appelons un architecte, quoi. Ouais, mais sauf que là, le tas de merde, il est là, quoi, si tu veux. Donc, pour le démêler, goodbye, quoi. D'accord. Ok. Question avant que tu continues le développement de ta pensée. Donc, il y a une architecture qui est proposée par la 6e République, un P6R, disons, et qui est en réalité la construction. C'est pas toi tout seul, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas toi tout seul qui a pondu ceci, c'est un travail collectif. Oui. D'accord. Mais la question, c'est est-ce que, puisque je crois que je sais que tu es pour le référendum d'initiative citoyenne en matière constituante aussi. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça peut être une voie qui possiblement défait certaines choses de la structure de départ ? Ah bah évidemment. D'accord, ok. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de limitation. Tu ne peux pas te permettre de limiter. Alors, peut-être qu'il faut... Ça, je ne sais pas encore, il faudrait en discuter. Peut-être que vraiment les parties les plus importantes, comme les principes justement qui viennent des grands penseurs, ceux-là, il faudrait peut-être essayer de les protéger, peut-être par une majorité qualifiée du style 2 tiers ou 3/5, ou peut-être quelque chose comme ça. Parce que ça, si tu changes ça, quelque part, tu changes vraiment profondément le modèle, quoi. Mais sinon, non, après, voilà. D'accord. Après, sinon, c'est plus la démocratie, c'est plus le pouvoir du peuple. Ouais. Ok. Et donc voilà, donc tu disais, il y a une architecture, une structure, la Constitution et... Ben, les grands principes. D'accord. Les grands principes et l'architecture. Oui. Après, il faut que les choses évoluent et vivent d'elles-mêmes. Et la Chambre des forces productives, typiquement, pour moi, c'est un point de départ, déjà qui n'est pas forcément facile à faire comprendre et à faire admettre à beaucoup de gens, je pense. Donc, c'est pour ça que je propose une Chambre des forces productives pas trop grosse au début. Hein, c'est ce qui est proposé au moins en termes initial. Ouais. Mais mon idée, je crois, c'est que c'est quelque chose qui va se développer, se démultiplier localement, par branche, etc., et qui va embarquer des milliers et des milliers de personnes. Ok. À terme. Au fait, comment sont sélectionnés les députés? Comment tu appelles ça d'ailleurs? Les représentants de... C'est toujours des députés. D'accord. Ou des représentants du peuple. Mais pour l'instant, c'est députés. J'ai pas... D'accord, ok. C'est par vote obligatoire au sein des entreprises, c'est ça, je crois? Oui. Comme il y a les votes actuellement qui existent pour la sécurité sociale, etc., sur le même modèle, par collège. D'accord. Ok. Parce que l'idée des forces, en fait, les forces, il faut représenter les forces. C'est-à-dire, par exemple, pour les collèges patronaux, c'est en 3 tiers, mais le tiers les plus hauts, c'est ceux qui gagnent le dernier décile, c'est-à-dire ceux qui sont les plus riches dans les 10 derniers pourcents, si tu veux. Le deuxième tiers, c'est ceux qui sont de 60 à 90%, et le troisième tiers, c'est ceux qui sont... Tu vois, on n'est pas dans un système démocratique. Ce qu'on cherche à représenter là, c'est pas le démocratique en termes de nombre de personnes. Ce qu'on cherche à représenter, c'est la force que représente ce groupe social, indépendamment du nombre de personnes qu'il compose. Oui, mais est-ce que ça crée pas un... Alors, attends, par où je commence? Parce que j'avais fait des notes. Ah, je peux pas faire ça! C'est moi qui enregistre l'écran, je suis con. Donc toi, tu disais notamment... C'est démocratique, mais c'est assumé, si tu veux. Hein. C'est complètement assumé. Mais est-ce que justement... Je me souviens un peu des notes, parce que je me souviens que dans ta vidéo, tu dis justement qu'il n'y a pas de parité, tu sais, parce que ça ne représente pas la réalité de l'instant T. En fait, le questionnement, voire la critique que je te fais peut-être, enfin à ce que tu proposes, c'est que est-ce que c'est pas cette façon-là de faire
une perpétuation du statu quo. C'est-à-dire que tu prends une photo à un instant T, un instant T, il se trouve que les choses sont divisées de cette façon-là, et donc c'est comme ça qu'elles doivent être représentées dans la chambre des forces de production. Mais est-ce que justement, c'est pas une façon de perpétuer ce schéma-là, qu'il soit bon ou pas bon? Comme je te disais, c'est un point de départ. D'accord. Après, je pense quand même que le fait des 3/3 et le fait que d'un côté, tu as la petite et moyenne bourgeoisie et de l'autre côté le salariat, c'est quand même très structurant du modèle de quatrième voie quand même. Hein. Soyons clairs. C'est quand même remettre ça en cause, ça veut dire que tu changes de système quelque part. C'est comme si tu disais... Enfin, tu vois, c'est vraiment cette idée de yin-yang, d'opposition, etc., permanente. C'est quand même assez structurant. Après, voilà, si les gens veulent changer la Constitution, ben, ils le changeront. Hein, mais D'accord. je pense que moi, je fais confiance aussi au RIC. Mais peut-être qu'en manière constituante, il faut des majorités qualifiées. Ça, je pense que... Et ça, c'est quelque chose qu'on va introduire notamment dans les référendums de la Chambre constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en matière constituante, je pense qu'il y aura souvent une question préalable que pourra introduire la Chambre constitutionnelle, qui dira quelles sont les conditions de majorité de la question que nous allons vous poser. Elles peuvent varier, d'accord. Voilà, elles peuvent varier. Parce que tu prends un exemple très simple. L'indépendance de la Catalogne. Ils sont à quoi? 49-51. C'est-à-dire que 49-51, dans un sens ou dans l'autre, ça t'aboutit à des affrontements. Donc, de dire, attention, est-ce que si on fait un changement constitutionnel, nous, la Chambre constitutionnelle, donc en tant qu'organisme sage, dit, c'est toujours le peuple qui décide, mais on vous pose une première question. À la question suivante, quelle est la condition de majorité que vous pensez qui est bonne? Et donc, on va dire majorité simple, 50% plus une voix, ou 55%, ou 60%. Et les gens choisiront de dire, pour ça, si c'est sensible, la condition de majorité, on pense que ça doit être ça. Et après, ils répondent à la question. Donc, c'est toujours le peuple qui tranche, au final. Mais sur des sujets sensibles. Attention, il faut bien se rendre compte d'une chose. Les référendums, c'est une arme très dangereuse en termes de guerre civile. Hein. La problématique, et je pense que Étienne, ça fait longtemps que je n'entends pas Étienne, enfin je suis pas sur Twitter et tout le pataquès quoi, mais Étienne dirait que et les médias, parce que les médias font l'opinion publique, tu vois, et je pense que la problématique elle est là. La problématique c'est pas, de mon point de vue, je l'ai dit dans une vidéo sur le sujet de la pandémie, pass sanitaire et tout ça. Moi, si demain, alors si on était en démocratie et que on vote par référendum oui ou non au pass sanitaire, etc., et qu'il y a une majorité pour dire oui au pass sanitaire, comme je suis démocrate, alors après, je sais pas si il faut introduire, comme j'ai l'impression que c'est l'idée que tu proposes, de dire attends, mais si ça touche à mon corps, là, il doit y avoir des dérogations, je sais pas quoi, ça je sais pas, mais a priori, oui, vas-y. Et c'est une vraie question parce que on peut imaginer des référendums qui remettent en cause les besoins du corps et de l'âme qui sont exprimés dans les préambules de la Constitution. Mais... Donc, il faut faire... Tu vois ce que ça veut dire? Là, en l'occurrence, c'est très exactement ça, quand même. Oui. Mais tu vois, moi, je pense que la problématique, elle est autre. C'est pour ça que la Chambre constitutionnelle, elle aura un devoir aussi de conseil et de sagesse. De dire, attention, on ne va pas se mettre à s'affronter les Français entre eux. Quoi. Oui. Et alors, il ne faut pas que ça détruise la démocratie. Mais... Moi, le mécanisme que j'ai trouvé qui me semble le plus simple, c'est de faire trancher la question de la majorité par une question préalable. C'est-à-dire, au lieu de poser une question, t'en poses deux. Oui. Ça peut être une voie. Là, a priori, Et puis, évidemment, il y a les médias, mais ça, évidemment, la Chambre constitutionnelle fera qu'il y aura même peut-être des assemblées comme il y a dans l'Oregon, tu sais, où quand il y a une question comme ça, tu as une partie du peuple qui est tirée au sort et qui étudie la question et qui est envoyée également aux citoyens quand ils se prononcent. Enfin, voilà, tu as tout un tas de trucs comme ça. Ouais. Ça c'est... Enfin, je dirais, pour moi, c'est évident, quoi, entre nous. Parce que c'est une crainte notamment de choix, mais voilà, qu'en fait, on vote contre nos propres intérêts parce que manipulés par les médias, etc., les hommes politiques, les orateurs. Donc, je pense que c'est une question... Moi, je suis démocrate, mais si évidemment
le partage du pouvoir, de la décision, de l'organisation de la société, le pouvoir politique, par tous les citoyens, est vicié par les médias ou par un contrôle mental quel qu'il soit, religieux ou je ne sais quoi, ben en réalité, on n'est pas véritablement dans une démocratie. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être un nouveau sujet de vidéo, ça. Parce que la démocratie, tiens, ouais, je le dis là, mais je vais peut-être approfondir la question. C'est pas seulement l'exercice du pouvoir partagé entre tous, en âge de voter, blabla, je dis pas tout ça. Je dis aussi que c'est une méthode d'émancipation par la pratique, tu sais, par le faire, s'informer des problématiques de la société, proposer des solutions, s'informer des solutions, etc., délibérer ensemble, machin truc. Donc c'est par la pratique une méthode d'émancipation humaine, tu vois, d'évolution, parce que je dis que nous sommes dans une humanité immature. Mais de notre conversation émerge le fait que la démocratie, c'est aussi, et j'en ai un peu parlé dans l'éducation sur lequel tu m'as repris justement, c'est aussi la pratique dans le sens d'utilisation du libre arbitre. Mais je veux dire le vrai libre arbitre, pas l'opinion qu'on croit être la nôtre et qui est en fait, tu vois, plaquée inconsciemment ou consciemment par les médias ou autres, tu vois. Donc la démocratie, c'est aussi ça, c'est la pratique de la véritable, autant que possible, il y a des limites, de l'esprit critique. Je t'invite à lire ce qu'on a mis dans le préambule sur la liberté d'opinion et d'expression. D'accord. Je pense que ça peut alimenter ta réflexion. Peut-être que tu pourras l'enrichir même. Ok. Je regarderai ça. Mais justement, c'est là-dedans, justement, c'est un sujet très important. Oui, très très important. Tout à fait. Waouh, très intéressant. On a brossé. Je sais pas, là, on a mis, on est presque à 1 heure, on est à plus d'1 heure. Ouais, on va s'arrêter là, non? Pour pas que ça soit trop long. Oui, je pense que si on veut qu'il y ait des gens qui trouvent pas ça trop indigeste. J'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, bon, je pense que tout a été intéressant de mon point de vue. Après, chaque spectateur ou auditeur, je sais pas comment on dit ça, appréciera à sa façon. Mais je pense que le tout était intéressant, mais je remarque dans les conversations que j'ai que c'est surtout au fil de la conversation, vers la fin un peu, que ça commence un peu à germer des trucs nouveaux. Ah oui, forcément, c'est bien, c'est comme ça, c'est la conclusion qui ouvre vers de nouvelles perspectives. Voilà. Perspective. Très bien. Bon, Luc, merci beaucoup, c'était comme d'habitude très intéressant. Et je renvoie les auditeurs, spectateurs, internautes, vers évidemment ton site, ta chaîne YouTube, etc., pour prendre plus ample connaissance de ce dont on a développé ici, et plus, parce que ça s'inscrit dans une réflexion cohérente et qui cherche un peu la globalité, me semble-t-il. Donc voilà, et puis c'est tout. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci Guillaume, je pense j'espère qu'on n'attendra pas 1 an pour refaire une autre vidéo. Ouais. Surtout qu'il va y avoir de grands changements. 2022. Oui, bon, on verra, tu sais. Ouais. Il va se passer encore pas mal de choses, oui. En tout cas, tout à fait. Grand changement ou pas, parce que ça sera une autre vidéo. Voilà. Parce que si c'est Macron... Et ça sera l'occasion de rebondir justement sur cet affrontement qui, pour moi, et je finirai sur ce mot-là, l'affrontement qui a eu, le débat, je ne sais pas si tu en as eu écho au Japon, mais le débat qu'il y a eu entre Mélenchon et Zemmour, le fait que ça soit le premier grand débat de la campagne, est pour moi tout à fait significatif, justement, que c'est cette 4e voie qui est la structure potentiellement future. Effectivement, je débat en ce moment. C'est le sujet d'une autre vidéo, je pense. Hein. Je débat beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux avec des pro-Zemmour. Donc après, je sais pas dire à quel point c'est une réalité, à quel point il y a des gens, un nombre véritablement important, je crois qu'on dit 10 ou 11%, qui se retrouvent dedans, parce que tu sais, l'UM... Ça, là, je peux te dire, là, j'ai aucun doute. D'accord. Oui. Ouais. Parce que l'UPR... Dans mon entourage, c'est évident. Ouais. Oui, mais... Oh, d'accord, ok. Ça sera un autre sujet, ça sera une autre émission. Ouais, on va pas repartir. Ok, bon, merci Luc, en tout cas, c'était super. Et puis, à une prochaine fois pour une autre discussion. À la prochaine. Ok, merci.